bonsoir, Monsieur Wagner-Egger, comment ça va? Bonsoir Thomas et Gled, très bien, merci et vous? Eh ben, jusque-là, ça va. Le live se passe pas trop mal. Je suis aux commandes de tout seul, mais je m'en sors pas trop mal. Mettez des petits cœurs aussi pour le réalisateur qui transpire sous sa blouse. Alors, et j'ai fait un effort, hein. Je ne mets jamais de cravate dans la vie. J'ai décidé que pour ce format, je le ferai parce qu'il faut aussi que je souffre. C'est en souffrant qu'en donnant envie aux gens de nous supporter. Alors, mon cher Pascal, toi, tu es déjà venu pour parler un peu de l'abandon des croyances. Je ne sais plus quand, c'était il y a quelques temps déjà, Oui. mais c'était pas dans le confinement parce que c'était à distance. Et donc, tu es expert de la question du complotisme. J'ai rappelé tout à l'heure ton livre Psychologie des croyances au théorie du complot, voilà, qui est un livre alors qui est plus petit que celui de tes collègues et compétiteurs Sébastien et Sylvain, qui ont fait le complotisme, mais le leur est beaucoup plus cher. Donc, hein, voilà. Disons, voilà, ouais, ils se complètent un peu si on veut en lire plus. C'est celui de Sébastien et Sylvain. Et Mais le mien est plus, voulait aussi un peu plus ce grand public, donc voilà. Mais ce qui est marrant, c'est que vous bossez souvent ensemble, hein, que quand je tape ton nom, parce que toi tu publies, hein, on a des invités, c'est une vraie source, c'est un monsieur qui publie des choses. Donc lorsque on regarde ton nom, bah, tu publies beaucoup avec Sébastien, avec Sylvain, enfin, donc vous vous connaissez bien, donc c'est pas des vrais concurrents, c'est des gens avec qui tu travailles. Et donc, Voilà. mais au-delà de ça, tu t'intéresses On au n'a biais. pas fait le livre, on n'a pas fait, excuse-moi, on n'a pas fait le livre à trois parce que j'ai fait ma thèse d'habilitation en fait seul, donc voilà, c'est pour ça. Mais c'est vrai qu'on aurait très bien pu faire le livre à trois aussi. Bon. Et c'est pas comme ça, moi ça m'en fait deux, j'ai plus de choses à lire, je suis bien content. Et donc, tu travailles également, tu as publié sur la thématique des biais cognitifs. Alors, je rappelle aux gens que si on est sur la tronche en biais, parce qu'en 2014, avec Vlad, il m'a dit on fait une chaîne, machin, on cherchait un titre. Et on a eu une entrée, nous personnellement, davantage axée sur la psychologie. Moi, c'est ce qui m'intéressait. Je me suis dit que les biais cognitifs sont intéressants, la tronche en biais, ils sont dans voilà. Donc la pensée critique, on peut l'aborder de plein de manières différentes. On peut l'aborder avec différentes sciences, l'anthropologie, l'histoire, la médecine, pourquoi pas, la sociologie évidemment. Et nous, notre entrée, c'est plutôt la psychologie, enfin la mienne. Hein. Ce qui ne veut pas dire que les autres sont pas bien, c'est juste que ça c'est la nôtre. Et les biais sont un outil extrêmement intéressant pour cette entrée-là en particulier. Et la question, on va voir un petit peu après si on le fait bien, mais d'abord, est-ce que tu peux nous en parler, toi qui es expert du sujet, sur comment on peut définir ce que c'est qu'un biais cognitif et d'où vient le concept? Oui, alors écoute, c'est vrai que c'est bien qu'on en parle. Je me disais aussi de reparler un petit peu des études scientifiques, surtout les dernières de ces 10 ou 20 dernières années, parce que j'ai remarqué qu'elles ne sont pas très connues, y compris dans le milieu zététique, donc au REC de Toulouse dont vous parliez, qui était effectivement excellente. J'ai eu des discussions où apparemment les gens voilà, sont restés à un débat sur les biais qui a eu lieu à peu près dans les années 2000. Et donc, il y a eu, moi, j'ai moi-même un peu changé d'avis sur la question. Donc, je pense que c'est intéressant. Et j'ai changé d'avis avec ces recherches qui ont eu lieu depuis les années 2000 et notamment 2010 encore plus. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de faire un petit peu un retour là-dessus. Mmh. Et effectivement, alors la définition, c'est des déviations hein, dans le raisonnement par rapport à une théorie normative. Donc, c'est souvent une théorie mathématique, une probabilité arithmétique ou autre, théorème de Bayes par exemple. Et donc, on compare les réponses des gens à ce que serait la réponse correcte dans certains raisonnements par rapport donnés par ces théories normatives. Ouais. Et on utilise aussi hein, le terme d'heuristique, souvent les deux sont accolés, heuristique et biais. D'une façon plus positive, le biais, c'est vraiment l'erreur qu'on peut commettre. Et l'heuristique, c'est le raisonnement rapide et simple qui est à la base de l'erreur possible. Donc en fait, l'heuristique explique qu'en fait, ces raisonnements rapides seraient apparus, on va en parler, une hypothèse, hein, c'est l'évolution. Notre cerveau a évolué pendant des centaines de milliers d'années en tant que chasseur-cueilleur. Et donc, il est plausible qu'une partie de nos modes de pensée ait été influencée par ça. Donc voilà d'où ça Tu vient. es en train de nous dire que la psychologie évolutionnaire est une science. Alors,
Ben, en tout cas, en psychologie, on utilise. Finalement, les comportements viennent de quelque part et c'est surtout de notre passé, hein, puisque c'est ce qui nous a le plus forgé. Alors, c'est vrai que l'être humain, par contre, il y a aussi tout l'aspect social et culturel, puisque l'être humain, parmi les animaux, c'est celui qui apprend le plus. Donc, il y a aussi cette part-là. Quand on parle de biais cognitif, je vais parler peut-être du livre qu'on va sortir avec un ami dessinateur, Gilles Belvaux. Je vais en parler tout à l'heure, mais voilà. Quand on parle de biais cognitifs, on mélange aussi des choses qui ne sont pas forcément cognitives. C'est-à-dire ça peut être aussi des biais sociaux, hein, comme le biais de favoritisme pro-endogroupe. C'est un biais typiquement social, qui peut aussi avoir d'ailleurs une origine dans le cerveau quelque part, mais voilà, il y a aussi des phénomènes sociaux qui se passent. Donc c'est à la fois bio-psychosocial, on va dire. Donc, ça vient de... Enfin, parce que tout ce qui est évolutionnaire, on en a parlé avec Stéphane Debove dans une émission qui s'appelait « La morale a-t-elle des bases biologiques ?» Ne vous énervez pas avec le titre, allez voir l'émission. Et il y a comme ça un peu de chevauchage autour de ces disciplines. Et donc, les biais sont explicables parce que dans le cadre de la théorie de l'évolution, en fait, ils sont économes. Ça permet de mieux comprendre pourquoi on marche comme on marche aujourd'hui. Parce qu'il y a ces biais-là, en fait, c'est pas des malfaçons, c'est pas que les gens pensent mal lorsqu'on est biaisé. Mais il y a un peu cette idée, quand même. Voilà, certains biais, hein, pas tous, de loin pas justement tous, mais il y en a clairement quelques-uns, par exemple le biais de corrélation illusoire, qui est un avantage pour la survie. Donc là, c'est très clairement, c'est possible, on n'a pas de preuves neurologiques, mais il y a des recherches aussi en neurosciences, donc peut-être qu'on trouvera, peut-être qu'on trouvera pas, mais c'est en tout cas une hypothèse plausible que le fait d'entendre un bruit dans notre dos et de fuir immédiatement en pensant que c'est un prédateur, oui. Eh bien, c'est la corrélation illusoire, mais ça peut nous sauver la vie, donc d'avoir peur tout le temps. Oui. Et on va se tromper le plus souvent. Le faux positif est moins dangereux que le faux négatif. Ouais. Et c'est l'exemple qu'on donne toujours, ça peut nous sauver la vie alors qu'on va se tromper le plus souvent, donc on aura tort le plus souvent, d'où l'idée de biais, mais par contre c'est une heuristique qui va nous sauver la vie parce que si une fois sur 100 c'est un prédateur, on est parti en courant et on l'a évité. Et j'aime bien cet exemple parce qu'en fait on peut ressentir encore ce biais cognitif, hein. Des fois on dit c'est une hypothèse ou c'est pas du tout c'est quelque chose qui est mesuré en laboratoire, mais ce biais là en particulier, si vous vous baladez en forêt quand il fait nuit, on a peur tout le temps, hein, même si on n'a pas vu beaucoup de films d'horreur, ce qui est mon cas par exemple. Moi j'ai peur très vite, des fois ça m'est arrivé dans l'obscurité, j'avais plus de lampe de poche ou mon portable était en panne, voilà, chaque bruit on interprète ça comme étant un potentiel danger, donc on peut très bien le ressentir. Et on va interpréter beaucoup de choses, et notamment c'est les chasseurs de fantômes qui, dès qu'un truc bouge, imaginent des choses, et quand on imagine très très fort, on finit par les voir. Oui, exactement. Le biais d'attentionnalité ou de corrélation illusoire, c'est très clairement quelque chose qui, à la fois, a une valeur de survie, parce que c'était pour détecter des prédateurs ou des ennemis, et en même temps, on le verra dans les études, c'est très lié à toutes les croyances religieuses, paranormales, complotistes, donc c'est vraiment intéressant. Alors, est-ce que ce concept a évolué? Tu as parlé d'un débat dans les années 2000. Des choses ont changé sur comment on le définit, comment on l'approche, comment on l'étudie? Oui, alors je propose de vous montrer quelques slides. Moi, j'ai préparé pour vous montrer que justement dire ça d'études scientifiques. Hein. Alors, vous me dites si ça doit normalement marcher. Voilà. Autorisé. Si je partage, est-ce que vous voyez ici? Pas encore, mais ça ne devrait pas tarder. Pour l'instant, non. Avec une petite... Alors, on a fait un test. Hein, il faudrait tester avant de faire la live. On a fait le test avant, on a vérifié cet après-midi. Et ça fonctionne. Donc, il faut que tu fasses une opération différente parce que pour l'instant, tu n'as pas partagé ton écran. Là, on me dit que je suis en train de partager mon écran. Et il faut recliquer dessus. Qu'est-ce qui se passe? C'est moi. Ah, pardon, c'est moi. Excuse-moi, parce qu'en fait, tu as un stream et c'est de mon côté. Il faut que j'appuie sur c'est ma faute. Alors, toi, l'invité était innocent, c'est ma faute. Donc, du coup, on voit... Donc, c'est un livre que tu as... qui est fini ou pas encore? Alors le livre, ce sera un livre très grand public qu'on finit ces jours et qui va sortir cet automne. Et donc, je vous montrerai quelques exemples. Donc c'est quelque chose de très vulgarisé, mais il y aura aussi un peu une petite introduction-conclusion sur ce dont on va parler un petit peu ce soir. Donc voilà. Alors dis-nous.
Alors, pour cette historique rapide, hein, puisqu'on va faire très vite, mais tout le monde le connaît assez bien, c'est-à-dire jusqu'aux années 2000-2010, on connaît bien l'histoire. C'est Peter Wesen, le psychologue anglais, qui a commencé à étudier ces tâches de Wesen que vous connaissez toutes et tous très certainement. La tâche 2, 4, 6, vous devez deviner quelle est la règle. Pardon. Non, pardon. Il y a E, K, 4, 7 et 2, 4, 6. C'est les deux voilà, tâches. Et la tâche des cartes. Hein, les 4 cartes, moi j'ai consacré 500 pages de ma thèse à celle-ci, les biais cognitifs en général, en fait. Hein, donc je connais bien cette tâche de Wesen. Et elles ont été effectivement très critiquées, mais à juste titre. Hein, comme d'ailleurs les premiers travaux de Tversky et Kahneman dans les années 70. Donc ils ont identifié un nombre assez impressionnant d'heuristiques et de biais, disponibilité, le cadrage, l'ancrage et l'ajustement, etc. Et en fait, il y a eu des gros débats dès, je dirais, 1981. Là, j'ai mis le premier débat ici. C'est 3 articles, si vous voulez, qui ont donné lieu, ils sont très intéressants parce qu'ils ont donné lieu à des réponses ouvertes. Donc, en fait, il y a des centaines de chercheuses et chercheurs qui ont répondu à l'article cible. Et donc, il y a eu des gros débats sur ces biais. Hein, donc, il y a eu des critiques. Et le plus connu, c'est Guy Gerenzer, le plus connu des critiques. Ah oui. Effectivement, il y a eu toutes sortes de critiques. D'abord, je montre aux gens parce que je me suis levé pour prendre le livre de Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow. En français, c'est Système 1, Système 2, les 2 vitesses de la pensée. Moi, je l'ai en anglais. Et j'ai Guy Gerenzer, donc chercheur allemand, qui a écrit Le génie de l'intuition en réaction justement à ce travail de Kahneman. Alors, le bouquin date des années 2000, hein, comme tu disais, je crois. Hein. C'est pas très vieux du tout, hein, 2007. Voilà. Donc, en gros, il y a eu ce fight entre les Kahnemaniens et les Guy Gerenziens, si je résume. Et donc, tu vas nous parler de ça. Voilà. Ouais. C'est ça. Et puis, effectivement, ils avaient en partie raison, c'est-à-dire que, d'abord, on a dit, mais les biais, c'est des artefacts, c'est pas des vrais biais, parce que c'est des tâches abstraites qui mesurent, on ne sait pas ce qu'elles mesurent. Effectivement, la tâche des cartes, il y a eu plein de livres. D'abord, on a cru que c'était du biais de confirmation, ensuite, on a dit, c'est un biais d'appariement, après, on a dit, non, c'est du test positif, on a dit, non, c'est la réponse correcte, celle qui est donnée par tout le monde, le E et 4. Certains ont dit, mais c'est la réponse correcte d'un point de vue probabiliste, donc personne n'était d'accord sur quelle était la réponse correcte, qui normalement est E et 7, hein, pour celles et ceux qui s'en souviennent. Voilà. Donc, en fait, ces tâches, et certaines de Tversky et Kahneman, ont été très discutées et très critiquées, un peu à juste titre. Il n'y avait parfois pas de réponse correcte attribuée. Et voilà, on a dit ça. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après, justement, les travaux suivants ont montré qu'en fait, cette critique n'était pas vraiment recevable. Parce qu'on s'est rendu compte que, d'abord, on peut utiliser d'autres tâches qui sont moins discutables, où là, c'est clairement, il y a une réponse correcte beaucoup plus claire. Et on s'est rendu compte aussi, surtout les travaux de Stanovich et West, depuis les années 1990 et surtout 2000, ils ont montré qu'en fait, toutes ces performances à toutes les tâches de biais cognitifs, hein, ceux de Tversky, ceux de Wesen, toutes ces tâches-là sont corrélées. Ce qui fait que ça donne déjà l'idée que, en fait, c'est pas des artefacts complets, parce que si c'était vraiment si c'est la tâche qui était complètement biaisée elle-même, on trouverait pas de corrélation, c'est-à-dire les réponses seraient complètement au hasard. Et là, on s'est rendu compte que quand même, il y a une espèce de rationalité générale qui fait qu'il y a des gens qui réussissent mieux tous ce genre de tâches et d'autres moins bien. Donc en fait, Guy Gerenzer a critiqué justement que certaines tâches de Tversky et Kahneman, elles devenaient très faciles quand on les transformait, on change les pourcentages en fréquence par exemple, ouais. Et ils ont raison, mais voilà, on a pu trouver d'autres tâches où on retrouvait quand même ces biais. Donc en fait, pour essayer peut-être de mettre un mot de vocabulaire que tu pourrais expliquer, c'est que quand on dit que ce sont des artefacts, c'est parce qu'on considère que c'est pas écologique. La rationalité humaine, elle est adaptée à un environnement écologique, notre niche écologique, et les tâches, les questions qu'on pose aux gens, elles sont tellement artificielles qu'on se plante, c'est parce qu'on n'est pas adapté pour ça, et que si on cadrait la question différemment, et tu l'as dit parfois, la question, on change juste comment on pose la question, et les gens trouvent toujours. Et donc, c'était justifié ou pas de dire que du coup, c'était un artefact à ce niveau-là? Alors justement, ça avait l'air justifié parce que en transformant la tâche, tout à coup les gens réussissaient, mais sauf qu'on a trouvé d'abord que toutes ces tâches corrélaient entre elles. Donc il y a quand même, on peut prendre d'autres, celles qui sont critiquées et critiquables, on peut ne pas les prendre, et elles corrèlent quand même. Même la tâche de Wesen, moi j'étais très sceptique aussi, puisque justement j'ai lu toutes les critiques et j'ai vu dans mes propres expériences, j'ai remarqué qu'en fait les gens qui choisissent la réponse considérée comme fausse,
ils interprètent la règle autrement, c'est-à-dire comme une biconditionnelle logique. Donc c'est encore un autre problème, c'est que le problème peut être interprété d'une façon ou d'une autre. Donc en fait, j'étais assez sceptique, mais en fait, j'ai vu dans les travaux de Stanovich que celles et ceux qui trouvent la réponse correcte d'un point de vue logique réussissent à trouver les réponses correctes dans d'autres tâches, y compris des tâches système 1, système 2, c'est celles qui mesurent la pensée intuitive ou analytique, ou même des tâches arithmétiques. Donc il y a quand même quelque chose là qui nous, si c'était vraiment des artefacts ou des tâches qui mesurent rien ou une validité écologique, on ne devrait pas retrouver cette espèce de rationalité générale. Et l'autre point très important que je vais montrer après, c'est que ces biais cognitifs sont aussi corrélés à toutes les croyances. Et ça nous donne, ça annule quelque part beaucoup de ces critiques. Parce que ces critiques disaient, c'est des tâches de laboratoire qui n'ont aucune validité écologique, mais si les gens qui ont des croyances dans la vie réelle ont ces biais cognitifs, alors ça change tout. Parce que c'est plus du tout un artefact expérimental ou de laboratoire. Ça a des conséquences dans la vraie vie. Et donc, ce n'est pas un problème de pourcentage ou de validité écologique. Là, il y a vraiment un problème d'erreur de raisonnement qui a des conséquences dans la vie réelle. Et là, j'ai mis d'autres critiques, c'était que les biais sont pas graves parce qu'ils sont rares. On a fait le parallèle avec les illusions visuelles. Et là aussi, parce qu'on dit les illusions, elles sont marrantes, mais en fait, c'est pas grave parce que notre vision est très bonne la plupart du temps. Et en fait, on a dit la même chose des illusions cognitives, que sont les biais, des fois on les appelle comme ça. Mais en fait, ces travaux sur les croyances remettent en question ça, parce qu'on dit, mais les croyances conspirationnistes, paranormales ou religieuses, elles ont beaucoup d'effets dans la réalité. Oui. Au contraire des illusions visuelles, donc les illusions cognitives seraient quand même beaucoup plus, potentiellement, peuvent être dangereuses. Et donc, vous voyez que ces critiques-là, elles sont un petit peu, tout à coup, elles perdent de leur valeur qu'elles avaient dans ces années 2000-2010, en raison des travaux qui ont suivi, en fait. Oui, parce qu'on ne peut pas dire que les croyances n'ont pas d'effet. Enfin, les gens qui suivent la chaîne savent que c'est une idée qu'il faut abandonner. Notamment, tout ce qui est médecine parallèle. C'est pas parce que la pratique de la médecine parallèle n'est pas dangereuse que la croyance dans l'efficacité de la médecine parallèle n'est pas, elle, dangereuse. Et c'est souvent ça qui est le pire, en fait. Et on a vu pendant la pandémie, moi j'ai discuté énormément avec les complotistes pendant des heures par jour, des fois 1 à 2 heures par jour, et j'ai très bien vu que, alors, le complotisme, quand il est politisé, quand il est militant, bien sûr, c'est plus une question forcément de biais cognitifs seulement, c'est une question d'idéologie, de militantisme. C'est ce que défendent mes collègues Sébastien et l'identité dans leur livre. Mais au début, et même parmi les gens qui sont très politisés, il y a ces erreurs de raisonnement, et on les a entendus. On a entendu tout le temps, et on entend toujours, un tel sportif est mort ou a des problèmes de santé après le vaccin. Ça, c'est le biais de corrélation illusoire. Donc, on le voit sur les réseaux sociaux. Donc, c'est biais. Donc, c'est pas des artefacts de laboratoire, c'est pas des choses qui sont écologiquement totalement hors de propos. On voit bien qu'elles ont un impact dans la vie réelle. Et il y a d'autres critiques, c'est des problèmes, non pas de compétences, c'est-à-dire on peut tous y arriver, mais un problème de performance, on n'est pas motivé. Mais là, on voit aussi qu'avec système 1, système 2, cette distinction je présenterai beaucoup d'articles là-dessus, eh bien, on voit bien que on discute de ça justement. La distinction système 1, système 2 montre bien qu'au niveau de la compétence, on peut entraîner notre système 2, on peut l'entraîner justement à éviter ces problèmes de performance qui sont par défaut là, nos heuristiques et nos biais, elles sont là par défaut, et c'est notre compétence qu'on peut entraîner qui nous permet de les éviter. Il y a eu aussi une critique d'autres formes de rationalité, c'est celle que tu évoquais avec la rationalité écologique, on a parlé de rationalité psychologique aussi. Oui, excuse-moi. Non, je disais, j'abondais, en effet. On arrive à ça. Et moi-même, j'étais assez sympathique. Moi, j'ai même rajouté l'idée de rationalité sociale, parce que les croyances, elles ont aussi un biais de confirmation dans un groupe religieux, c'est très important. C'est important socialement aussi, c'est pas important seulement pour l'individu, pour ses buts. Donc, c'est important pour tout. Et certains ont dit, voilà, ces erreurs, ces irrationalités des biais, elles sont rationnelles dans un autre sens. Et je trouvais cette idée assez sympathique, mais depuis la pandémie de désinformation, franchement, j'ai changé d'avis là-dessus. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est vrai que comparer la rationalité de type scientifique, c'est-à-dire ces normes des théories mathématiques ou probabilistes,
Donc de dire il y a des normes de raisonnement correct, ça c'est la rationalité qu'on appelle des fois rationalité 2, pour dire c'est par rapport au système 2. Donc on dit c'est la rationalité 2, c'est la rationalité au sens scientifique, au sens vraiment basique du terme. Et on a rajouté la rationalité 1, la rationalité écologique, etc. Et on a rajouté la rationalité 3, certains, ou moins 0, pour dire la rationalité sociale. Voilà. Mais maintenant, j'éviterai de faire ça parce qu'en fait, on compare quelque chose de très différent. La rationalité 2, c'est des efforts d'individus humains qui essayent d'apprendre de nouveaux raisonnements scientifiques et qui sont très difficiles et qui sont à apprendre et à appliquer. Alors que la rationalité écologique, finalement, c'est nos gènes, ou c'est des comportements instinctifs. Donc, comparer ces deux choses-là, pour moi, maintenant, ça me gêne. C'est-à-dire que c'est pas du tout la même performance ou la même réussite. Hein, donc, et il y a d'autres qui ont critiqué ces rationalités en disant on peut avoir 101 formes de rationalité, c'est-à-dire chaque performance, on peut dire ça c'est une forme de rationalité. Donc moi je serais maintenant pour réserver la rationalité au type scientifique et de dire que les croyances elles ont d'autres fonctions, mais pas forcément à utiliser le terme de rationalité, des fonctions psychologiques, des fonctions même de survie ou des fonctions sociales, fonctions de survie pour les biais cognitifs par exemple. Donc moi je parlerais de fonctions pour mais je réserverais le terme de rationalité au raisonnement conscient, humain, ou même animal parfois, il y a certains raisonnements aussi. Donc voilà, cette critique-là aussi, elle est plus si pertinente, je trouve, et notamment pour tous ces travaux que je vais vous présenter maintenant. Alors, il y a eu d'autres critiques, alors là, de la part plutôt des milieux zététiques que j'ai découvert d'extrême gauche. J'ai vu qu'il y avait l'extrême droite et il y avait l'extrême gauche dans le milieu zététique aussi, ce qui est normal partout. Oui, voilà, c'est ça. Et j'ai entendu des critiques sur les biais cognitifs qui venaient de certains groupes et qui étaient, moi je voyais bien que ces gens ne connaissaient pas les travaux. Alors, les critiques ont un fond de vérité, bien sûr. Par exemple, on a critiqué les gens pensent mal. Et on a dit, mais les biais cognitifs, c'est de dire les gens pensent mal. Mais ça, c'est un blog qui a été écrit en 2020, avant la pandémie. Et je crois que maintenant, avec la pandémie, avec le Trumpisme, on voit quand même qu'il y a des problèmes dans le raisonnement quotidien des gens. Donc je crois que oui, les gens pensent mal, c'est pas un mal de le reconnaître, parce que tout le monde peut penser mal, y compris nous, y compris les scientifiques, parce que ces biais cognitifs existent. Je pense que l'idée, c'est, je n'ai pas souvenir trop de ce blog-là, c'était dire, oui, mais les biais, c'est chez les autres, les gens pensent mal, et nous, qui sommes détenteurs de la bonne méthode, alors nous, on pense bien. Mais c'est oublier que les gens qui font de la zététique, me semble-t-il, disent toujours, oui, on connaît les biais, mais on les garde. J'ai beau savoir qu'il n'y a pas de visage dans les nuages, quand je regarde et que je vois un visage, je le vois. Je suis biaisé autant que tout le monde. Est-ce qu'on peut vraiment parler de mal-pensée pour les biais cognitifs ? C'est une pensée immédiate, mais elle n'est pas nécessairement mauvaise. Et justement, dans l'histoire, souvent, ça nous aide à survivre. Ce que Pascal explique, c'est que justement, en l'occurrence, ça peut aussi être une pensée un petit peu merdique, puisque le QAnon, etc. Bien sûr. Voilà. Je dis que systématiser le fait de dire les biais, c'est mal pensé, je pense qu'il y a aussi une mécompréhension qui amène à beaucoup de problèmes dans la manière dont on va parler des biais et dont les gens vont le comprendre. Je dirais que non, parce qu'on reconnaît faut reconnaître que les êtres humains, avec toute l'irrationalité, les drames qu'il y a eu, l'extrémisme religieux, toutes ces choses-là, sont quand même basés sur ce qu'on est obligé d'appeler une mal-pensée. Moi, je dirais que c'est vrai qu'on critique parfois ce point de vue de dire normatif, si on veut. Mais en fait, la méthode scientifique, c'est quand même quelque chose où on dit pas que c'est la vérité, on dit que c'est mieux penser, ou c'est essayer de mieux penser. Et c'est pas un point de vue arrogant, parce que en fait, tout le monde doit faire cet effort. Donc c'est Nicolas Boileau, et quand l'eau courbe un bâton, ma raison le redresse. Oui, exactement. Et ça ne nous empêche pas de faire des erreurs quand même. Et voilà, c'est juste de dire, on va essayer d'éviter les choses qui nous font nous tromper le plus souvent. Le biais de corrélation illusoire, on va presque tout le temps se tromper en l'utilisant. Donc si les gens pensent mal, je crois, c'est comme si on disait, faut éviter de parler de quelque chose de négatif. Mais par exemple, si on veut être il y en a qui détestent la métaphore médicale, mais en même temps, on peut très bien aussi mal penser. Le racisme, c'est une mauvaise forme de pensée. Pour moi, il n'y a pas de... c'est interdit par la loi, donc il y a aussi une forme de... Donc pour moi, ce n'est pas du tout un problème, parce qu'il faut le reconnaître, c'est aussi la solution. Ça permet de trouver des solutions. Oui, enfin, les exemples là sont bien choisis. C'est pour ça que... Et les biais cognitifs sont à la base du racisme aussi. Donc il y a des biais
dans mon livre, j'en décris quelques-uns. Donc voilà, je dirais, il faut reconnaître qu'on ne pense pas toujours mal, on a des bonnes raisons de pourquoi on a ces pensées, ces modes de pensée rapides, mais il faut savoir que ça peut aboutir à des mauvaises conclusions, des conclusions qui peuvent être dangereuses. J'ai dit que c'était la systématisation de ça, le fait de réduire biais cognitif à mal pensé qui me pose des problèmes. J'ai pas du tout dit qu'un biais cognitif, c'était jamais mal pensé. Bien loin de là. Voilà, exactement. Après, on peut se dire, comme ça, on peut mieux penser, tout le monde. Et voilà, c'est comme l'écologie, c'est un effort que tout le monde doit faire. Et voilà, c'est très bien. C'est aussi pas idéal de dire non, il n'y a aucun problème écologique. Hein, ça va pas non plus. Donc, moi, je dirais que voilà. Après, il y a l'autre critique, hein, c'est de dire, alors, il y a ceux qui savent pas, les médecins, les scientifiques. Et je dirais, c'est pas non plus une critique. Alors, ça peut être vrai si les scientifiques décident de tout et décident des naissances, etc. Oui, dans une société technocratique, mais par exemple pendant la pandémie, le gouvernement a pris connaissance des scientifiques, mais les task force n'ont pas eu pouvoir de décision. Donc les décisions ont été prises aussi sur des côtés psychosociaux. Il y a eu aussi l'effet du confinement. Donc voilà, hein, donc on n'a pas cette technocratie en réalité, même si les scientifiques disent on pense mal, etc. Ou ça ne va pas poser de problème parce que ce n'est pas les scientifiques qui sont au pouvoir. Donc en fait, et ce qu'on appelle technocratie, c'est finalement la division du travail. Hein. Donc il y a aussi une exagération de cette critique. C'est-à-dire que quand on va au restaurant, si on se fait servir par le cuisinier, c'est la technocratie. On ne voit pas, nous, dans les cuisines, commencer à goûter puis dire non, il faut faire comme ça, il ne faut pas faire autrement. Donc, ou dans un avion, pareil, on ne va pas déranger les pilotes. Donc, il y a une division du travail. Hein. Ce n'est pas non plus les grands mots ici, technocratie. Voilà, non. Il y a des spécialistes et des gens moins spécialistes. Et souvent, dans plein de domaines, on écoute les spécialistes. Dans le domaine de la cuisine, dans le domaine de l'aviation, on écoute les spécialistes, ce qu'ils font. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas faire d'erreurs, ils peuvent se tromper. Mais voilà, au moins, ils ont des choses à nous apprendre. Après, vous avez aussi les biais sont de droite. Alors, quelqu'un l'a mis dans le chat, ça, les biais sont de droite. Et c'est Barbara Stiegler, je crois, qui a fait une vidéo sur l'idéologie des biais cognitifs. J'ai jeté un œil à cette conférence, ça m'a saoulé assez vite, parce que c'est cette critique-là, en fait. Et j'ai trouvé que c'était pas très intéressant. Mais il y a une part de vrai, de nouveau. Si vous interprétez les différences femmes-hommes de façon génétique, oui, vous faites de la psychologie individualiste et en plus de l'essentialiste. Donc oui, là, c'est effectivement des choses de droite, mais il y a des biais cognitifs qui sont tout à fait de gauche. Et d'ailleurs, j'ai discuté avec une personne de cette mouvance Z-éthique, ETH, éthique, hein, donc d'extrême gauche, et elle acceptait le biais d'erreur fondamentale d'attribution. Parce que ça, c'est un biais typiquement des gens de droite, donc on peut critiquer les gens de droite qui attribuent les comportements aux individus. Donc de dire par exemple un chômeur, s'il est au chômage, c'est pour des causes internes à lui. Donc c'est une tendance que nous avons toutes et tous. Mais le fait de blâmer les victimes aussi, on attribue à des raisons internes. Oui. Exactement. Et donc ça, c'est en même temps, c'est pas un biais de droite. Et en même temps, c'est quand même. Alors l'explication, elle est psychologique, c'est vrai, elle n'est pas sociale. Mais on verra que c'est la recherche on peut dans la recherche essayer de voir est-ce que c'est plutôt des facteurs sociaux ou des facteurs psychologiques. Donc c'est pas du tout une affaire idéologique. Et puis les deux peuvent être très très corrélés, très poreux. Voilà, et puis on peut, moi ce que je trouve le plus intéressant maintenant sur les croyances aux théories du complot, on a à la fois des facteurs sociopolitiques et des facteurs cognitifs, mais on a les deux. Et j'aime bien l'idéologie parce que je l'ai aperçu dans les deux sens. J'ai discuté une fois avec un politicien de La République En Marche et je lui dis que le complotisme, c'est quand je simplifie, les trois familles de causes, sociopolitiques, psychologiques et Internet. Et lui, il a dit, oui, alors Internet, il faut réguler, l'aspect psychologique, il faut faire des cours d'éducation à l'esprit critique, mais l'aspect sociopolitique, c'est pas le problème. Et j'étais un peu choqué de cette réponse, parce que c'est une grande part du problème. Mais évidemment, c'est plus difficile de changer une société, de changer un système sociopolitique, que de changer d'autres choses. Et on a l'idéologie à l'autre extrême, à l'extrême gauche, c'est de dire tout est social. Et non, justement, on peut très bien faire des recherches où on va essayer de mesurer des biais cognitifs, mesurer des variables sociales et voir avec des analyses statistiques lesquelles jouent le plus grand rôle. Et si on fait ça, je pense qu'on trouvera que les deux jouent un rôle.
Donc voilà les critiques. Et en dernière critique, et après je vais vite pour vous parler de ces dernières recherches, mais très vite, hein, ce sera rapide, quelques minutes. Donc on m'a dit aussi au REC qu'il n'y a plus de paradigme au sens scientifique, donc c'est un champ de recherche un peu fini, et pas du tout. Hein, là, alors, dernier point, ça, utilisation par les zététiciens dans les débats sur Internet, qu'il y a une mauvaise utilisation qui en serait faite. Alors, c'est possible. Mais ça m'intéresse parce que quelles idées fausses circulent sur les biais et est-ce que le monde de la zététique, et nous en particulier ici, mais est-ce qu'on est coupable de faire circuler des idées fausses sur ces choses-là? Est-ce qu'on les utilise mal? Et qu'est-ce qu'on devrait corriger? Non, parce que moi je pense que on a vu pendant la pandémie de dire à quelqu'un qui interprète une personne, elle s'est fait vacciner 2 heures après ou 2 jours après, elle a des problèmes ou elle meurt. Si cette personne dit c'est la preuve que le vaccin c'est du poison, on a le droit et on a le devoir de dire que c'est un biais cognitif, que c'est une erreur. Donc moi, voilà, d'utiliser les biais comme ça et de dire que nous-mêmes on a aussi ces biais, on a aussi ces tendances-là parfois, et plus on a un sujet qui nous tient à cœur, comme moi des fois l'écologie, et plus on a des biais fort là-dessus. Donc ça aussi, ça peut nous arriver à toutes et tous. Pour les causes où on est le plus militante et militant, on aura encore plus de biais de confirmation et autres. Donc en fait, non, moi ça ne me gêne absolument pas. Et je dirais, les erreurs que j'ai vues dans le milieu zététique, c'était plutôt les erreurs d'extrême gauche de dire que les biais n'existent pas et que c'est fini. Voilà, ce genre Pour moi, c'est un discours qui m'a rappelé les anti-vax qui disaient pas les articles scientifiques sur les vaccins, parce qu'il y a des recherches scientifiques. Alors, moi, je vous montre ici, hein, il y a ces 2 livres en 2016-2017, donc c'est un champ totalement toujours actif. Et surtout, moi j'ai été passionné par ce livre, où on a même un test pour mesurer non pas le quotient intellectuel, mais le quotient rationnel. Et c'est justement des tâches de type biais cognitif qui sont, on verra quelques résultats ici, je vous ai mis quelques résultats, alors c'est des corrélations, mais juste pour dire que ça confirme ce que je disais avant, c'est-à-dire ici on voit que les biais, il y a toute une série de biais ici classiques qui sont tous plus ou moins corrélés entre eux, et c'est des gros échantillons, et ça fait 20 ans qu'ils étudient ça dans plusieurs échantillons. Donc ici on voit que tous les biais corrèlent entre eux, ce qui montrerait qu'il y aurait une espèce de rationalité générale, et ça corrèle avec ces formes de pensée, les croyances superstitieuses ou paranormales, les attitudes anti-sciences et les croyances conspirationnistes, ça on le trouve aussi toujours. Donc vraiment ces biais cognitifs ne sont pas quelque chose de hors sol qui sont dans les... Moi, du coup, j'ai une petite question. Tout ça, j'entends. Et en fait, je prépare aussi un livre et j'ai un chapitre sur la pensée conspirationniste. Et je me pose une question sur la manière dont ça se construit. C'est-à-dire que tu nous montres qu'il y a bien des corrélations entre les choses. Donc, c'est corrélé. Est-ce que c'est possible d'imaginer que c'est le vécu des gens et le fait qu'ils deviennent un peu conspirationnistes qui modifient leur rationalité? Alors ça, on a peu pour l'instant, les recherches sont quand même assez au début, puisque même 10 ans dans une science, c'est rien. Hein. Donc on en est aux corrélations, on ne sait pas encore exactement comment ça se forme. Nous, on fait l'hypothèse aussi avec mes collègues, justement, qu'on a cité avant. On a fait un article en disant, mais il est possible qu'au début, on a une vague méfiance, quelques biais cognitifs qui nous font penser que c'est bizarre, ces vaccins. Et après, il y a une espèce d'emprise sociale de plus en plus qui se forme, et une espèce d'idéologie qui se forme peu à peu, et c'est un mécanisme à la fois cognitif et social. Donc en fait, voilà, moi je pense que les croyances, c'est vraiment un mélange de cognitif et de social. Il faut voir comment les deux... Mais ma question était, parce que, et je m'attends à ce qu'il n'y ait pas de réponse encore, parce que comme tu dis, c'est qu'au début, c'est que, est-ce qu'on a des gens avec une prédisposition, avec une rationalité un petit peu trop intuitive d'emblée, ou est-ce que ça peut shifter au fur et à mesure que les gens adhèrent à des discours, commencent à devenir compétents pour repérer des corrélations? Enfin, est-ce que la rationalité peut être transformée par... Très bonne question. Mais il faudrait faire des études longitudinales, tu vois, ce serait très intéressant de voir justement. Moi, j'ai que des exemples qualitatifs que j'ai vus sur Facebook, mais j'ai vu un ami qui justement a commencé avec des erreurs de raisonnement de classique et qui n'était pas politisé au départ. Donc lui, c'est plutôt ces éléments cognitifs qui lui ont posé problème, et aussi l'élément social. Il y a toujours un petit mélange des deux. C'était le confinement, donc il avait beaucoup de temps, il n'était pas content parce que son travail, il gagnait moins, donc il a commencé à compter le nombre de victimes de morts. Il a dit mais il n'y a pas de surmortalité ni rien. Donc vous voyez, on voit bien que c'était... Moi j'ai l'impression qu'il y a un mélange des deux. Après,
ça peut effectivement, les croyances vont modifier notre raisonnement dans le sens où il y aura encore plus de biais de confirmation, parce que comme je le disais, plus on est militant et plus on aura de biais de confirmation, plus on aura de biais cognitifs. Donc, mais ça, c'est des questions ouvertes à la recherche. C'est-à-dire qu'on peut imaginer des hypothèses comme on le fait là, et c'est vrai que ce serait intéressant d'avoir des études qui nous montrent est-ce que les biais peuvent augmenter ou diminuer ou pas, et est-ce que, voilà, en fonction du degré d'emprise du social. D'accord. Eh ben, très bien. Alors, qu'est-ce que tu avais à nous montrer après sur les travaux Encore récents? rapidement, l'idée qu'il n'y aurait pas de théorie derrière, qu'il n'y a pas de paradigme, ça, on trouve ça chez Stanovic et West, donc un modèle théorique tout à fait intéressant et compliqué avec système 1, système 2, mais en plus complexe, c'est plus complexe que ça. Et ici, les tâches, les différents biais, donc il y a tout à fait de la théorie dans ce livre, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si quelqu'un me demande, me dit qu'il n'y a plus de théorie, plus d'idées dans le domaine des biais cognitifs, en tout cas, chez Stanovic, West et Toplak, j'oublie Toplak, eh bien non, c'est pas du tout le cas. Après, il y a des études, comme je le disais ici, en neurologie, donc si on a vraiment des choses qui sont inscrites dans le cerveau, on le verra là, parce qu'on peut aussi regarder dans les différentes cultures, et si on ne trouve pas les mêmes corrélats neurologiques, on pourra dire que c'est pas neurologique, ça peut être culturel aussi, donc il y a des recherches sur les mécanismes, donc c'est très actuel, 2017, c'est récent. Et il y a aussi des choses sur les études interculturelles. Une des critiques des zététiciennes et zététiciens d'extrême gauche, c'est de dire mais on n'étudie que les blancs occidentaux. Non, il y a des études pour justement voir si est-ce que ce biais-là, le biais de l'effet de faux consensus, est-ce qu'on retrouve dans les différentes cultures ou pas. Mais c'est vrai que historiquement, dans les années 60, ça a d'abord été étudié sur le matériau, donc les étudiants de fac de psycho qui étaient plutôt socialement, c'était pas c'était assez homogène comme population au départ. Et peut-être qu'on sous-estime les différences culturelles, ça c'est très possible parce qu'effectivement la majorité des recherches c'est en Occident, et quand on fait des études interculturelles comme celle-ci, on prend des étudiantes et étudiants dans d'autres pays. Donc c'est aussi, c'est pas non plus des gens c'est une catégorie particulière de la population. Donc c'est possible, les études, mais on le fait quand même. Donc s'il y a vraiment des différences interculturelles fortes et que c'est donc pas un biais cognitif inscrit dans le cerveau, mais que c'est quelque chose qui est très culturel, on le verra aussi normalement grâce à ces études. Donc c'est en cours. Et aussi des aspects sociaux. Par exemple ici, biais de confirmation, donc récemment Nature Neuroscience, donc l'utilisation de l'opinion des autres. Donc on peut très bien concilier des aspects sociaux comme ici et des aspects neurologiques. Donc ça c'est intéressant. Voilà. Et alors je parlais très vite des études sur le système 1, système 2. Il y a une façon de mesurer ça. Vous connaissez, c'est ces petits problèmes très simples. On a une réponse intuitive, 10, et c'est une réponse fausse. En fait, la réponse correcte, c'est 5. Ici, vous les perdez avril, mai, juin. Donc, le nom de la troisième fille, c'est pas juin, comme la réponse intuitive le dirait, mais c'est Émilie, puisque c'est Émilie, voilà. Vous connaissez, et très simplement, on pose plusieurs de ces questions de ce type-là, et il y a des gens qui ont justement, qui trouvent plus facilement les réponses correctes analytiques, et d'autres qui donnent plus facilement les réponses intuitives et fausses. Et ça, c'est corrélé à plein de croyances. Donc là, j'ai mis quelques exemples. Ça, c'est les croyances conspirationnistes, c'est en anglais, mais ici, c'est tous des biais cognitifs. Et on retrouve cette pensée intuitive. Donc les croyances complotistes sont très liées à des biais cognitifs. Ici, voilà toute une liste. Les croyances religieuses, paranormales, on a aussi tout un tas sur les. Donc c'est tout à fait des recherches récentes, 2021. Donc c'est pas du tout un champ abandonné. Et il y a beaucoup de résultats. Parfois on dit que c'est pas not modulated by intuitive thinking. Donc des fois il y a des résultats contraires. Donc c'est une affaire scientifique. Mais il y en a beaucoup qui trouvent un rôle des biais cognitifs. Donc il faut arrêter de penser ou de dire que les biais cognitifs n'existent plus ou voilà, c'est quelque chose d'abandonné. Ça c'est vraiment faux. Et j'ai pris encore l'exemple de beaucoup d'études de Penny Cook qui lui justement a beaucoup utilisé cette mesure système 1, système 2, ce mode de pensée intuitif analytique, et il trouve des liens avec beaucoup de choses, avec les fake news, et c'est quand même lié
au dogmatisme, au fondamentalisme religieux. Hein, donc voilà, c'est pas rien, hein, c'est pas du tout. Là, on voit bien, c'est ce genre d'études qui m'ont fait changer d'avis sur les biais cognitifs. Je pensais aussi que c'était des petits gadgets, peut-être limités au laboratoire, mais là, avec tout ce qu'on voit sur les croyances, franchement, moi, j'ai en tout cas changé d'avis. Hein, voilà, donc c'est un concept utile et il faut le vulgariser. Voilà, et il y a aussi des facteurs sociaux, mais les uns et les autres ne sont pas forcément. C'est pas l'un ou l'autre. Hein. De toute façon, on a toujours dit, mettre en avant un facteur causal, c'est pas nier le fait qu'il y en ait d'autres. Jamais. Voilà. Et en biologie, il y a des phénomènes qui sont innés, d'autres qui sont acquis, mais il n'y a rien qui est 100% l'un ou l'autre, parce que et la plupart des choses sont 100% innées et 100% acquis, d'ailleurs. Oui, exactement. Et ouais, tout à fait. Donc voilà, en conclusion, je dirais attention quand même, j'ai un néologisme à proposer à l'amercanisation du débat, parce que j'ai entendu beaucoup de gens qui parlaient des biais cognitifs sans avoir jamais travaillé ou en étant doctorante et doctorant. Donc j'ai beaucoup de respect pour les doctorantes et les doctorants puisque j'en étais un, mais en même temps, voilà, on a par exemple un doctorant qui nous a dit sur Twitter à Franck Ramu et à moi, qui avons quand même publié un certain nombre d'articles. On n'est pas non plus les meilleurs du monde, on n'est pas l'élite, mais quand même, on a publié. Et il nous dit un truc du genre mais avec les tailles d'effets que vous avez, moi, je n'oserais pas publier un article avec des tailles d'effets aussi faibles en statistique. Donc ça veut dire un effet aussi. Et là, je suis allé voir, et évidemment, cette personne a publié 0 article. Donc peut-être qu'il a eu plein de données avec des effets trop faibles, mais ce qui est plus dur, c'est qu'en fait, il n'avait pas de données, il n'a jamais essayé de publier quoi que ce soit. Donc voilà, je dirais maintenant, sur les biais cognitifs, c'est vrai qu'il faut être prudent, il y a d'autres explications. Méfiez-vous des experts twittosphériques. Oui, et voilà, et le triomphe de pas toutes les intelligences. Il y en a qui marchent mieux que d'autres. Et voilà, je voulais juste profiter de parler de ce livre, hein, si tu permets, Thomas. Bien sûr. En quelques minutes, je crois qu'on a un petit peu dépassé, mais on va publier donc ce livre avec mon collègue Gilles Belvaux, dessinateur, on nous a proposé, une maison d'édition, de faire un livre, justement, une trentaine de biais cognitifs, aussi sociaux. Hein. Ici, on a mis biais cognitifs, on a parlé du cerveau pour simplifier, pour un peu... pour attirer le lecteur ou la lectrice, mais il y a bien sûr l'explication qu'il y a aussi des biais sociaux, culturels, il y a d'autres choses. Et on s'est dit que ce sera utile pour c'est vrai qu'il y a beaucoup maintenant d'éducation à l'esprit critique. Moi, j'en donne aussi, donc ce sera bien pour un grand public. On prend ces biais et ensuite il y a un dessin humoristique. Voilà, par exemple ici, quelqu'un qui connaît bien la médecine parce qu'il a vu des vidéos sur YouTube, donc il peut aider à sa propre opération. Et il y a une page avec des explications et des petites citations. Ici, Michel Audiard, c'est souvent Donald Trump ou Raoul ou Francis Lalanne qui interviennent. Et on explique, on donne des exemples un petit peu. Voilà, ici, il y a Donald Trump qui intervient. On va faire ceci et ça va sortir donc en octobre. Bon, moi je veux un exemplaire, comme ça je pourrais le montrer à tout le monde. Écoute, alors, attends, que du coup il se passe quelque chose, hop, pour qu'on te voit, voilà. Mais il y a un artefact visuel autour de ton œil gauche on voit que c'était une tache de vin, tu ne l'avais pas tout à l'heure, maintenant ça apparaît. J'ai l'impression que voilà, qu'il y a une sorte d'illusion visuelle sur Discord. Je vais me tourner vers Vlad pour savoir s'il y a des questions intéressantes dans le chat pour notre invité, qui va nous quitter dans quelques minutes. Donc c'est maintenant, si jamais il y a des questions pertinentes, Vlad. Alors, parmi les questions, on a quelqu'un qui demande si ce serait possible d'avoir les références qui ont été partagées durant le live. Alors, j'ai envie de dire que si une bonne âme a envie de la mettre dans les commentaires, on pourra peut-être l'épingler. Voilà, si vous voyez cette vidéo et que vous mettez la liste des liens, eh ben, ce sera épinglé par mes soins pour que les gens puissent le retrouver plus facilement. Mais si Pascal a le temps, il pourra nous envoyer, on verra bien. Et puis ça a été un peu abordé, mais quelqu'un demande, est-ce que vous pensez que la vulgarisation, ça amène plutôt à une remise en question ou plutôt à une surconfiance ? Un peu de science rapproche de Dieu, beaucoup en éloigne, ou l'inverse. C'est une bonne question, mais je pense que c'est individuel. C'est ça, c'est individuel, ça dépend du rapport qu'on a, un petit Dunning-Kruger que tout le monde connaît bien. Il
il y a énormément de manières de répondre à ça, et ça pourrait franchement tu faire dis le que sujet tout le monde d'un connaît bien live en Dunning-Kruger, et justement, la plupart des gens qui en parlent le connaissent pas bien et utilisent des images qui trahissent le message de Dunning-Kruger. Donc, la plupart des gens qui parlent de Dunning-Kruger font un Dunning-Kruger sur Dunning-Kruger. Et c'est très drôle. Et ça m'est arrivé d'ailleurs de le faire aussi. Oui. C'est beau. Et le fameux graphique avec la vallée de l'humilité. Voilà. Mais il y a un graphique qui ressemble, j'ai trouvé dans Overconfidence, donc c'est pas Dunning-Kruger, mais c'est un effet voisin, c'est la surconfiance. Et il a quand même un graphique qui a cette forme-là. Il n'y a pas une vallée, une montagne, mais c'est vraiment quand même Overconfidence in Beginners. Donc il y a quand même aussi un truc qui ressemble un peu à ça, pas totalement absolu. Le mont stupide et la vallée du désespoir. Mm-hmm. C'était ça le graphique. Est-ce que Vlad, à moins qu'il y ait une autre question pertinente? Non, pas du tout. Mais non, ouais. Eh bien, beaucoup, mais il y a beaucoup de questions très précises. Quelqu'un demande: est-ce que l'intervenant connaît la sémantique générale de Korzybski et qu'en pense-t-il? C'est très précis. Voilà. La sémantique générale de Korzybski. Kandinsky. Non. Je confesse ma propre inculture en la matière. Je le connais pas non plus. Mais parfois, les gens posent des questions pour dire à quel point ils savent des choses. Donc, bon, oui, peut-être même elles sont inventées, il n'y a pas d'autre. Alors, les scientifiques devraient-ils avoir plus de pouvoir politique? On s'éloigne de la question des biais, les enfants. Ouais, je pense que le rôle de conseil est bien pour moi, parce que de toute façon, les gens font globalement confiance dans la science et dans les scientifiques, même s'il y a de temps en temps des scandales. On a vu le Lancet-Biais. Donc il faut des instances de contrôle et il faut une science indépendante des intérêts financiers, ça c'est clair. Mais je crois que les gens font plutôt confiance, et quand on a des organes de consultation, ça se passe en général plutôt bien, même si bon, pendant la pandémie, ça ne s'est pas si bien passé, mais de toute façon, la pandémie était une situation où rien ne pouvait bien vraiment se passer. Non. Est-ce que tu as un mot de la fin, monsieur Pascal Wagner-Egger? Écoute, non, sinon celui de vous remercier de m'avoir écouté parler, de m'avoir invité pour parler de ces biais cognitifs. Ben, je te remercie d'avoir proposé l'idée, parce que c'est vrai que les biais, moi je m'étais dit, bon bah on le fait, est-ce que c'est pas utile d'y revenir? Et tu m'as convaincu que non, il fallait y revenir dessus, parce que voilà, c'est un concept qu'il faut défendre finalement, parce que c'était pas aussi évident que ça. Et ben, merci de l'avoir fait, je pense que tu étais parfaitement adapté pour le faire, c'est ta spécialité. Je rappelle donc ton bouquin qui sortira en octobre, et on en parlera, et l'autre qui s'appelle La psychologie des croyances dans les théories du complot, qui est là, qui est très bien aussi. Et ma foi, j'espère qu'on te recroisera, peut-être en vrai à Toulouse si ça recommence, ou à Nancy pour la Nuit Z si jamais on t'invite sur une table ronde. On a une réunion dans la semaine pour voir ce qu'on fait dans la Nuit Z. Et je te dis à très bientôt et je te remercie. Très volontiers, merci à vous. Bonne soirée. Au revoir.